Bonjour les amis, bonjour la famille. Alors, aujourd'hui, c'est le drame. Vous avez sous les yeux le portefeuille que je suis en train de constituer dans le cadre de notre projet. Cette nuit, en fait, on a eu de mauvaises nouvelles concernant les cryptos, même si on savait déjà qu'on était un petit peu sur le fil du rasoir. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. euh, sur le fait qu'on était sur des supports, donc tant que les supports tenaient, ok, c'était intéressant. Par contre, qu'il y avait la possibilité, si on venait casser ces supports, qu'on ait un mouvement, un peu de panique. Donc voilà, donc visiblement c'est ce qui est en train de se passer. Alors pourquoi? Euh, Avant d'en arriver à l'information qui est relatée un petit peu partout pour essayer d'expliquer, parce que sur les marchés, il faut toujours essayer d'expliquer les choses. Euh, Avant d'en arriver donc à l'actualité qui visiblement serait l'élément déclencheur, je rappelle quand même le contexte économique général. On est dans le cadre d'une sortie de crise sanitaire qui a forcément eu des impacts sur notre économie. Euh, J'entends par là que il y a eu énormément d'injections de liquidités pour pouvoir tenir notre système économique pendant les 2 dernières années qu'on vient de vivre à cause du Covid. Pour faire simple et sans rentrer trop dans les termes techniques, les banques centrales ont injecté énormément de liquidités pour pouvoir tenir les marchés, faire en sorte de garder de l'emploi et ainsi de suite. Sauf que maintenant, il va falloir passer à la caisse. Donc, pour ce, il va falloir prendre des décisions sur les politiques monétaires, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Chine. Chacun gère la chose à sa sauce, mais il faut bien gérer. En l'occurrence, États-Unis, Europe, on prévoit des relevés de taux. Alors peut-être que pour vous ça vous parle pas, mais ces relevés de taux ont un impact relativement conséquent sur sur la gestion de notre économie et donc sur les placements, sur la vie des entreprises, sur la possibilité d'emprunter ou non des entreprises et que ça leur coûte plus ou moins cher. Donc forcément, là jusque-là, on a même eu des taux négatifs, donc l'argent ne coûtait rien, donc c'était l'opportunité d'investir énormément dans des projets grâce à cet afflux de monnaie. Ensuite, on a également euh, en ce moment et depuis 6 mois maintenant à peu près, euh, une inflation relativement importante. On est monté jusqu'à 7% aux États-Unis, on a joué avec les 3%, 2,8% en Europe. On est sur des taux inflationnistes qui remontent, enfin on n'avait pas vu ça en tout cas depuis visiblement 1982, pour ceux qui savent. C'est rigolo. Bref. Donc voilà, donc tout ceci en fait mis bout à bout, ça crée pas de la sérénité sur les marchés. On peut voir que côté indice, donc côté marché action, ça fait déjà maintenant 3 semaines, un mois, donc depuis qu'on sait que les taux vont être augmentés et ainsi de suite, que le président de la Fed a déclaré que bon, l'inflation à la base devait être momentanée, et puis en fait, ça va peut-être perdurer un peu. Bref. Donc voilà, donc c'est déjà pas très serein. Donc le marché action avait déjà commencé à dévisser un peu, à décompresser, on va dire. Après, c'est vrai qu'ils étaient déjà très très hauts. Et donc, ça a été finalement un peu la même chose sur le marché des cryptos, hein. De toute façon, c'est bien évident que ça a beau être décentralisé, c'est forcément rattaché à notre économie générale. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cadre dans lequel on est. C'est pour ça que ce serait pas non plus fou de voir. Enfin, on pouvait déjà imaginer. D'ailleurs, j'en ai parlé hier que voilà, les marchés pouvaient continuer, le marché crypto pouvait continuer de baisser. En fait, hein, c'est logique, hein, avec ce que je viens de vous expliquer. Alors, l'information complémentaire, on a le journal du coin donc qui nous envoie ça. Alors, on en avait déjà entendu un tout petit peu parler, ça faisait 1 ou 2 jours que ça commençait à glisser un peu sur les réseaux. La Russie, en fait, qui envisagerait de bannir les cryptos. Alors c'est pas le premier pays, il faut savoir que la Chine c'est déjà le cas. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui fait la fragilité de tout cet écosystème, c'est que tant qu'on n'est pas dans une acceptation totale
des cryptos, bah, pour l'instant, les États ont la main mise dessus. Donc autant il y a des pays comme le Salvador qui décident de marcher dans ce courant-là, c'est-à-dire de l'accepter comme monnaie principale dans le pays, mais il y a également des pays, alors à tendance capitaliste, hein, en règle générale, qui eux essaient de protéger leur monnaie fiduciaire parce que bah, ils voient bien qu'on a un engouement sur les cryptos qui est quand même assez flagrant. Donc, tac. Donc, la Russie et le Bitcoin, c'est une histoire plus que compliquée. Même si les ressources énergétiques du pays en font un choix apprécié, les mineurs de crypto actifs, sa banque centrale est l'une des plus hostiles et inquiètes face au succès grandissant de Bitcoin et ses semblables. Dans leur dernier rapport publié ce jeudi 20 janvier 2020, les banquiers centraux russes tentent de nucléariser les crypto-monnaies. Le terme n'est pas exagéré tellement les accusations sont violentes et folles. Alors vous allez voir que effectivement, euh, il y a des choses aberrantes en fait dans le raisonnement, mais bon, c'est pas grave. Donc les crypto-monnaies portent la marque d'un système pyramidal et sapent la souveraineté de la politique monétaire, constituant une menace pour le système financier russe. Les risques potentiels d'instabilité financière associés aux crypto-monnaies sont beaucoup plus élevés pour les marchés émergents, y compris en Russie. Clairement, ce qu'ils disent ici, c'est que en clair, ils ont peur que la crypto vienne totalement détruire leur système monétaire. Comme je disais, c'est un système capitaliste, donc voilà. Tout interdire, vente, échange et même le minage. Il faut savoir que le minage en Russie est relativement rentable parce qu'ils ont des coûts énergétiques qui sont assez faibles. La Banque de Russie n'y va donc pas de main morte avec les actifs numériques, mais elle est de plus soutenue, plutôt fortement encouragée par les services de sécurité russes, donc du FSB, qui a succédé au KGB après la chute de l'URSS. Selon des sources anonymes citées par Bloomberg. Bloomberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre d'information générale de tous les marchés, on va dire. Voilà, en gros c'est ça. Le FSB donc aurait ainsi fait pression sur sur le gouverneur de la Banque centrale pour demander une interdiction générale des cryptos. En effet, les paiements en crypto seraient trop difficiles à retracer. J'ai déjà expliqué ça 100 fois, mais bon. Compliquant la tâche des services de surveillance qui veulent éviter à tout prix que ces crypto-monnaies servent à financer l'opposition dans le pays. Clairement, on se chie dessus. La vente, le minage et les transactions de cryptoactifs pourraient ainsi être totalement interdits à l'échelle nationale. Les individus et entreprises qui enfreindraient ces possibles futures règles seraient tenus de rendre des comptes. 2 petites secondes, comme dirait Benoît Rousseau, je m'étouffe et je reviens. Infiniment désolé. Fait amusant. Je ne sais pas si c'est amusant ou effectivement gravissime. Si ces déclarations autoritaires n'étaient pas gravissimes, les citoyens russes, ou plutôt les riches oligarques, pourraient toujours détenir des crypto-monnaies et des comptes sur des plateformes d'échange à l'étranger, du moins tant qu'aucun échange crypto ne circule vers, depuis ou à l'intérieur de la Russie. Hypocrisie. On est d'accord. Ça veut dire qu'ils envisagent donc de bloquer la partie donc minage et ainsi de suite, et la possibilité à peu près à tous les particuliers d'effectuer des transactions dessus. Par contre, bon, les riches, on va quand même les laisser faire mumuse, bon, à l'étranger certes, mais voilà, on va pas les empêcher. De toute façon, clairement, il y a forcément une volonté de la part des plus riches d'entretenir, d'utiliser ce système, et donc, de toute façon, bref, toujours fait d'être, c'est toujours appliqué, on va dire, de manière différente, voilà, pour les plus riches d'entre nous. Donc, même si la Banque centrale ne décide pas des lois, donc ça c'est important, c'est pas parce que la Banque centrale russe veut faire passer ça que ça va passer. C'est pas eux qui sont décisionnaires. Ils envoient de l'information à leur gouvernement qui, eux, après, déterminent si oui ou non ils passent à l'action. Donc déjà, c'est pas fait. Les craintes d'un virage clairement hostile aux crypto-monnaies se profilent
en Russie. La nation de Vladimir Poutine sera-t-elle la 10e, donc après la Chine, à interdire formellement Bitcoin sur son sol? Donc voilà. Euh, Clairement, on est sur l'élément déclencheur d'un potentiel bear market. Maintenant, d'un point de vue graphique, d'un point de vue fondamental, on a compris à peu près ce qui se passe. Désolé, je vais être obligé de faire pause. Il faut que je me mouche. C'est pas possible, hein. Désolé, c'est trop désagréable. Donc, d'un point de vue graphique sur le Bitcoin, puisque c'est le père des crypto-monnaies, hein, on est en train de tenter la cassure des 40 000. Donc, ce niveau, ce seuil psychologique des 40 000, j'en ai déjà parlé hier. Donc, lui, s'il casse, donc on a fait déjà 38 000, on a joué les 38 300 déjà cette nuit sur la poussée. Euh, Ici, si les acheteurs se manifestent pas plus, on a un gros potentiel de se replier jusqu'à 30 000. Alors, pour l'instant, on ne peut pas en tirer de conclusion. On ne sait pas encore si on est sur un panic sell ou si, au contraire, on a des niveaux d'achat qui sont encore meilleurs. Maintenant, vu le contexte économique que j'ai cité avant, plus les news, bon, c'est pas non plus complètement déconnant de se dire qu'on pourrait revenir sur cette zone de 30 000. Après, qu'est-ce que ça déclenche en fait? Pourquoi on pourrait venir casser tout ça? Plusieurs raisons. Donc les raisons fondamentales, ok, ça c'est fait. Ensuite, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près 30-35% de ceux qui sont en position sur le marché crypto qui sont en perte. Bon, point positif, c'est qu'on en a entre 65 et 70% qui sont en positif. Donc 30-35 négatifs, 65-70 positifs. Ok. Mais ici, déjà, il y a des personnes qui, même si elles sont sans effet de levier, pourraient se dire, bon, ok, on risque de partir, donc je vais sortir mes positions. J'ai pas envie de transformer, par exemple, des positions qui auraient été acheteuses à ce niveau-là, qui était un très joli point d'entrée. J'ai pas envie de me faire défoncer, de revenir ici, d'avoir une position qui a été autant en négatif. Et puis voilà, donc on est sur un niveau où on peut sortir des fonds. Donc si on sort des fonds, s'il y a plus de vendeurs, j'ai déjà expliqué, forcément, mécaniquement, le marché baisse. Après, on a également ceux qui sont full levier. Alors ceux qui sont full levier, ça veut dire que, pour faire simple, le levier c'est quoi dans la crypto ou sur les marchés financiers d'une manière générale? C'est le fait, par exemple, avec 1000 euros, d'investir comme si vous aviez 10 000 euros. Alors ça permet potentiellement de gagner beaucoup plus quand vous avez raison, mais ça permet aussi de perdre beaucoup plus vite quand vous avez tort. Et c'est surtout qu'en plus, les plateformes sur lesquelles sont effectués ces échanges à effet de levier possèdent en fait un système d'autoliquidation qui fait qu'une fois que l'apport que vous avez fait, ni plus ni moins de 1000 euros par exemple, arrive à zéro, il solde les positions à votre place en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, on les solde. Donc c'est aussi ce qui peut créer sur ce type de support, quand on les casse, des mouvements violents, parce qu'on a énormément de raisons, donc soit de partir à la vente, soit de se faire sortir, et ainsi de suite. Donc voilà, alors aujourd'hui, rien n'est fait. Faut savoir que chaque mouvement haussier a quasiment toujours été lancé par des mouvements de panique. Donc on peut le voir par exemple typiquement ici. On a bien vu que pour amorcer cette grosse hausse, il a d'abord fallu se prendre une, deux, trois, allez, 3 semaines de grosses baisses, hein, où on est passé quand même de 10 000 au plus bas à 3 000, hein, donc on a divisé sérieusement la capitalisation, et ce qui après a déclenché la hausse fulgurante. Alors là, il va falloir être réactif. Je sais que pour il y en a certains qui nous suivent, qui ont dans l'idée de commencer à investir, et je sais qu'ils sont pas dedans, et je dirais tant mieux. Parce que finalement, le plus compliqué pour investir dans la crypto à moyen long terme, c'est d'être capable d'attendre, d'avoir des vrais points d'entrée qui soient intéressants. C'est pour ça que moi, de cette même manière, je distille le capital qu'on a l'intention d'investir dans les cryptos sur le temps, justement pour dire, voilà, ici, effectivement, j'avais des raisons d'acheter.
mais je vais pas faire all-in à ce moment-là. Je vais lisser ça dans le temps en me disant, voilà, si on revient sur les 30 000, pareil, on va essayer d'attendre des mouvements qui nous font signe un petit peu que, ben voilà, ça y est, ça tient, peut-être attendre d'avoir de meilleures nouvelles et ainsi de suite. Bref, va falloir être patient. On pourrait très bien se taper une année 2022 un peu à la 2018 hein, pour ceux qui ont suivi les marchés dans ces années-là. Alors, aussi catastrophique que 2018, ça nous renverrait clairement ouais, sur les 12 000. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire qu'on va à 12 000, ça y est, panic sell, faites plus rien, et ainsi de suite. Je suis juste en train de dire que c'est pas totalement fou, hein. 2018, c'est là, 2000, ouais, voilà, 2017-2018, voilà, pour vous donner une idée, on est passé de 20 000 à 3 140. Donc je sais pas si vous imaginez la division qu'on a fait sur une année. C'est un peu fou. Donc, si on se faisait un 2022 à la 2018, si on le remet aux proportions des nouvelles volatilités, hein, puisque tout ça, ce sont des fonds qui ont été injectés par les institutionnels, hein, c'est pas les petits particuliers comme vous et moi qui investissent quelques pessettes qui font décaler les marchés comme ça. Donc voilà. Donc si eux, en fait, se décident, par exemple, à sortir des liquidités, soit des marchés crypto, tout comme les marchés actions et ainsi de suite, parce que du fait de la hausse des taux, les rendements obligataires deviennent beaucoup plus intéressants puisque moins risqués. Donc oui, c'est moins rentable que d'investir en actions, mais ça a l'avantage d'être moins risqué. Donc ces fonds peuvent se géodélocaliser là-bas jusqu'à retrouver des niveaux de support intéressants où on aura une aversion au risque un petit peu plus importante. Alors là, c'est le Bitcoin. On voit que si on les prend tous, elles font à peu près la même chose à quelques points près. L'Ethereum, par exemple, on n'a pas encore cassé le niveau. Alors, on a cassé le niveau symbolique des 3000, certes, mais on a encore ici, d'un point de vue graphique tout du moins, une notion de support encore valide, donc au sein d'un canal haussier. Euh, et donc, voilà, lui, il n'est pas encore cassé. Autant sur le Bitcoin, on est en train de casser cette zone de support, que là, on est plutôt en train de la tester. En tout cas, c'est ce que ceci nous raconte. Pour le BNB, par exemple, le BNB, c'est pareil. On est inscrit au sein de l'intérieur on est au sein d'un fanion, donc qui est une figure de consolidation technique. C'est-à-dire que de toute façon, les marchés ne vont jamais en ligne droite, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, ici, si on ne cassait pas ce support-là, si le support ici tenait à l'intérieur de ce fanion, la suite de la figure serait potentiellement voilà, de venir faire quelques allers-retours là-dedans. C'est ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Et dans cette phase d'accumulation, si on en sortait, on se retrouverait avec de nouvelles impulsions haussières qui pourraient potentiellement nous télescoper jusqu'à cette zone des 1300 sur le BNB. Donc ça, jusqu'ici, pareil, on n'a pas encore de panique sur le BNB. Donc voilà, donc pareil, pour l'instant, le support des 400 tient. Pareil, si ce support des 400 lâche, donc voilà, si on a le Bitcoin qui décroche, je peux vous assurer qu'il y aura 98% des autres cryptos qui vont décrocher. Donc ça sert à rien d'aller chercher. On voit bien, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est totalement corrélé, hein. Je veux dire, si le Bitcoin décroche, il est rouge. Toutes les autres sont rouges à quelques exceptions près, pardon, à un instant T. Mais d'une manière générale, elles font à peu près toutes la même chose. Mais sur le BNB, ici, on voit que ça tient. L'ADA, alors l'ADA, donc le Cardano, pardon. Le Cardano, alors lui, donc on se souvient on avait donné la zone d'achat sur la chaîne à 1,19. Pour l'instant, c'est celui qui se porte le mieux. C'est-à-dire qu'on a très bien réagi sur cette zone des 1 $. Pareil, niveau psychologique plus niveau testé dans le passé. Donc, ça en fait un très fort niveau psychologique. On a très fortement réagi dessus quand même, hein, en journalier, puisque nous, on était entre 1,19, on est monté jusqu'à 1,64, ce qui est déjà pas rien. Ici, on se replie, mais là, pour l'instant, on n'est même pas encore en train de tester le support. Donc j'ai envie de dire, ici, de ce côté-là, bon, pas de quoi totalement paniquer. Alors le Solana par contre c'est un de ceux qui a le plus baissé. Le niveau des 120 tient pour l'instant donc sous la zone de support qu'on avait déterminée ici. Pour l'instant ça tient. C'est pas déconnant de se dire hop passer en dessous repartir à l'achat reste tout à fait possible. Maintenant déclencher des positions acheteuses maintenant vu le contexte
honnêtement, je suis pas chaud. Pourquoi je suis pas chaud? Parce que si jamais on repart à la hausse, j'ai déjà un portefeuille qui est investi à hauteur de... hop, j'ai commencé à créer le portfolio de manière à ce qu'on puisse suivre un petit peu plus facilement, à hauteur de 32 000 $ à l'heure d'aujourd'hui avec la chute de 20% qu'on vient de prendre. D'ailleurs, petit aparté, j'ai créé ici, vous avez le lien dans la description, la possibilité de suivre en fait les crypto-monnaies que j'ai acheté dans le cadre de notre projet. Et vous pouvez retrouver le listing de toutes les cryptos que j'ai en portefeuille. Donc le lien est dans la description. Et puis ça peut permettre de retrouver déjà quelles actions, quelles cryptos j'ai sélectionnées et de pouvoir retrouver et de suivre le projet un peu plus facilement. Voilà. Donc maintenant, comme je disais, est-ce que c'est le bon moment pour recharger? Pour l'instant, honnêtement, non. Oui, le prix est intéressant. Ça, y a pas de souci. Je veux dire, quand on a connu par exemple ici un Solana à 260, on se dit que 120, forcément, c'est un prix intéressant, c'est vrai. Maintenant, dû au fait des fondamentaux que j'ai expliqués en prémisse, euh, il faut absolument attendre des signaux. Et si jamais on se loupait, alors moi je suis déjà dedans, si jamais on se loupait, eh ben qu'est-ce qui se passerait? On repartirait à la hausse, d'accord? On n'aurait pas trop rechargé certes, mais notre portefeuille général repasserait en positif. Donc déjà on serait bien, on serait à l'aise, il nous resterait des fonds à investir, donc j'ai envie de dire gagnant-gagnant. Par contre, si jamais on s'effondre, eh ben, je vais également être content de pas avoir nouveau renforcé mes lignes sur ces prix-là, puisque j'aurai ici potentiellement des meilleurs prix, notamment pour moi le prochain support, si jamais les marchés devaient décrocher un peu plus fort, nous faire un dump assez important, eh ben, je serais content finalement de ne pas avoir renforcé ces niveaux-là pour racheter toujours de la même manière et donc raccumuler de la crypto à meilleur prix. Donc pour moi c'est gagnant-gagnant. Ensuite, XRP. Alors, XRP, bon, de toute façon, est déjà à la base une monnaie une crypto-monnaie que je n'apprécie pas. Déjà parce qu'il y a eu énormément de polémiques autour. Elle s'est fait défoncer euh, par la SEC, donc c'est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. C'est la crypto-monnaie la moins décentralisée de celles qui existent et bref, beaucoup de problèmes. Néanmoins, certes, donc ici, d'un point de vue graphique, on vient de sortir. Hop, on va se mettre en. Non, on est bien comme ça. On vient de sortir par le bas de ce canal, enfin de ce support, de cette trendline qui soutenait les cours. On sort, on accélère, on a certes une zone de maintien. Après, comme je disais, je suis pas particulièrement fan. Moi perso, de toute façon ici, je ne rentrerai rien avant 0,50. Si tant est que j'en rentre, parce que je vous dis, je suis pas spécialement fan euh, d'XRP. Pour moi, ils sont un petit peu trop proches en fait du marché centralisé de nos jours. Bref, le Luna, alors excellent, hein, le Luna. Là ici, clairement, on est en très bon exemple donc d'une phase ascensionnelle. Donc ici, on voit que ça impacte un petit peu moins les marchés. Alors quelque part, c'est aussi pour ça que pour l'instant, tout du moins, je n'ai pas acheté de Bitcoin. C'est-à-dire que oui, c'est le Bitcoin, le nerf de la guerre. Oui, c'est lui qui va gérer la suite de chaque crypto-monnaie. Mais on voit bien que de temps en temps, on se retrouve avec des décorrélations de marché, comme ici par exemple, où on va avoir des cryptos qui vont beaucoup mieux tenir que les autres. Alors pareil, ici, je ne vais pas en rentrer maintenant. Moi, j'ai un principe très très simple, c'est qu'il est hors de question d'acheter quand ça monte. Quand ça monte, on vend. Voilà, on encaisse, on prend des bénéfices. Si on n'est pas dedans, on prend du popcorn et on regarde le marché s'éclater. Mais on ne rentre pas à ce moment-là. Moi, ici, j'ai une technique qui est très simple pour faire de l'anti-FOMO. Donc le FOMO, c'est le fait d'avoir peur de louper un mouvement quand on pense que quelque chose est très viable. Mais c'est rarement, enfin d'ailleurs je crois que c'est jamais le bon moment pour acheter quand on est dans ces conditions-là. C'est vraiment l'erreur principale des débutants. Moi ici, tant qu'on n'a pas retracé à minima 50% de ce mouvement-là, c'est-à-dire revenir à peu près sur les 50 $, même si je crois dans les fondamentaux du projet, eh ben, je rentrerai pas.
Si jamais le marché me donne tort, qu'il explose et qu'il part à la hausse, eh ben tant pis, je serai pas dans ce projet-là, mais je suis dans plein d'autres projets, donc pas de problème, donc j'ai pas peur de pas rentrer dedans. Par contre, si jamais on vient me donner l'opportunité de venir chercher des zones de prix qui vont être intéressantes, hop, comme ici par exemple, eh ben là je pourrais rentrer une première ligne, rentrer une deuxième ligne en cas d'effondrement total, et on voit bien que commencer à rentrer à 79 ou rentrer une ligne à 50, une ligne à 23 qui te ferait un PRU à peu près à 35, on voit bien que c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que si moi j'ai réussi par exemple ici à accumuler deux lignes avec un PRU à environ 36 $, eh ben, il va suffire de monter à 100, de remonter donc au dernier ATH, donc au dernier plus haut de tous les temps sur cette crypto, pour faire un coef de 2,5-3. Alors que si je suis rentré à 78, ne serait-ce que pour faire un coef 2, il va falloir que le cours monte à 150. Donc on voit bien que ça marche pas. Le ratio, moi pour moi, il n'est pas assez intéressant. Donc je préfère ne pas être dans le projet, même s'il devait monter à 150, puisque de toute façon, je ne ferai pas une super opération. Et donc attendre qu'on vienne nous donner des niveaux plus intéressants. C'est ça que je surveille. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous n'avez pas envie de les suivre vous ou que vous avez peur de louper le mouvement, en fait, il suffit de vous abonner puisque moi, quand on aura les opportunités d'achat, je les mentionnerai sur cette chaîne quand moi-même, de toute façon, j'investirai. Pour les Doge, alors c'est assez drôle, c'est qu'on a les shitcoins qui tiennent pas trop mal. Les shitcoins, c'est tout simplement des cryptos qui ont des fondamentaux qui sont vraiment pas extraordinaires. La base, là, en l'occurrence, par exemple, pour le Doge, c'est plus une blague qu'autre chose. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de projet concret derrière, même si ça se développe, soyons honnêtes. Eh ben, on s'intègre de la même manière sur un niveau de support, mais on tient quand même relativement bien. Là, voilà, donc là, on est à moins 1,6 quand les autres sont à moins 3, moins 5. C'est assez fou. Mais en fait, on n'a pas de panic sell plus importante sur les shitcoins. Donc, idem. Donc ici, pareil, pour l'instant, il n'y a pas eu de panique. On est au bord de la panique. Et croyez-moi, si jamais on dévisse ici, qu'on vient redescendre les 20, je peux vous je me suis planté, excusez-moi, je pensais faire le Doge. En fait, j'étais sur le DOT. Je trouvais ça un peu gros quand même. Bon, bref. Je reconnaissais pas le graphe en fait, pour être honnête. Bon, bref. Donc là, c'est Polkadot, donc c'est la blockchain Polkadot. Là, on voit bien qu'on tient très très bien ses supports. Par contre, idem derrière, donc ça revient au même, hein, que ce soit le Doge ou le Polkadot finalement. Le résultat sera le même. Ici, les mouvements baissiers, donc qui feraient accélérer tout ça, pourraient être relativement violents. On voit bien que quand on monte, on a quand même tendance à être à peu près régulier, saccadé, enfin sous forme d'escalier. On voit bien que quand les marchés baissent, par contre, c'est un ascenseur, hein. On dit les marchés montent par les escaliers et descendent par l'ascenseur. C'est exactement ça. Donc ici, si on se prenait un ascenseur, venir rechercher les 16 $ ici sur Polkadot, revenir chercher les 16 $ et en extension même les 10, c'est pas. De toute façon, j'aurais dire, il n'y a rien d'impossible sur les marchés. Donc, de toute façon, voilà. On va quand même regarder le Doge vite fait. La vidéo va être longue, je le sens, mais bon, là, c'est important, je trouve, de faire un gros point de marché avec ce qui est en train de se passer, en ce moment. Idem, pour l'instant, les supports tiennent. On est pareil à l'intérieur, qu'on peut considérer comme un biseau descendant. Phase d'accumulation, chaque reprise n'a pas abouti. Par contre, la zone ici, elle tient toujours. Je vais me remettre en hebdo pour les visions générales. Hop, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà. Même si sur Polkadot, on commence à être vraiment sur des prix très intéressants. Ici, rentrer sur le Doge, décidément. Bref, donc sur le Doge, ici, voilà, donc se retrouver sur les 0,08, si Elon continuait de soutenir le projet, on aurait une zone d'achat absolument magnifique. Ici, pareil, pareillement, Avax, donc ça c'est la blockchain Avalanche, un très très bon projet. On voit que malheureusement, hein, ceux qui sont rentrés à l'achat, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur ce mouvement haussier, qui sont rentrés par peur de manquer le mouvement, en se disant oui, Avalanche, c'est la révolution de la blockchain et ainsi de suite. Alors c'est pas faux, c'est une blockchain qui est vraiment excellente, qui a des atouts hallucinants. Mais c'est pas une raison pour venir l'acheter ici. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, vaut mieux louper le mouvement plutôt que de rentrer au mauvais moment. Vous imaginez, vous êtes rentré à 140, maintenant on est retombé à 70, donc déjà vous avez divisé votre capital par deux. Et en plus, pour faire ne serait-ce que x2, il va falloir monter jusqu'à 280.
là pour juste multiplier son capital par deux. Alors juste multiplier son capital par deux, je le mets entre parenthèses, parce que pour ceux qui connaissent les marchés actions, multiplier un capital par deux sur les marchés actions, ça peut prendre 10 ans, hein. Donc, et encore, si vous y arrivez, vous êtes déjà balèze. Donc, somme toute relatif, hein, le fait de ne faire qu'une multiplication par deux. Mais ça n'empêche que de toute façon, même si on y allait à coup sûr, ce qui n'est pas le cas, on voit bien que la position, si elle est lancée d'ici, on n'est pas à l'aise quand même, hein. Là, on est quand même sur des gros négatifs. C'est quand même pas plaisant. Donc voilà. Ici, si le support pète, on a des niveaux qui sont super intéressants sur 57 suivi de 40. Donc toujours le même principe de toute façon, c'est de laisser les marchés faire. On essaye de constater une petite phase de consolidation sur les niveaux d'achat qui nous intéresseraient et à partir de ce moment-là, on peut commencer à rentrer. Donc maintenant, même principe, hein, si on rentrait une ligne à 50, une ligne à 40, on aurait un PRU à peu près à 57 puis 40, on aurait un PRU à peu près à 50, à 55. Euh, je vais y arriver, hein. Ouais, 45, 45, 46, 48, 50, ouais, par là. Donc là, bah ici, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Remonter à 80, il suffit de remonter à 90 ici, remonter à 90, on a multiplié un capital par deux. Donc voilà, pareil, si vous n'êtes pas dedans, et puis bah pas de chance, il part à l'achat, bah vous avez loupé ce projet-là, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc bon, je pense avoir fait un bon tour quand même déjà de tout ce qui concerne bah, l'actualité du jour. En tout cas, c'est vraiment du jour pour le coup. Euh, Patience, euh, pas de pas de panique pour le moment dans le projet. Je suis vraiment pas en panique parce que pour l'instant, bah, je suis loin d'avoir investi tous les fonds que j'ai l'intention d'investir. Donc pour l'instant, ça me va. Je pars du principe que je continue à accumuler à des zones de prix qui seront juste beaucoup plus intéressants. Donc voilà. Donc on va continuer de suivre ça. Là ici, c'est fou, hein. Hier, le portefeuille était à 37 000 $. Là, en 24 heures, on a coulé 5 000 $. Alors, pour l'instant, le graphique est pas très représentatif parce que c'est au moment où j'ai créé le portefeuille, c'est-à-dire là, milieu de semaine. Donc, pour l'instant, c'est pas très représentatif, mais ici, par la suite, on pourra suivre l'évolution du portefeuille que je construis dans le cadre du projet CryptoGuidu. Voilà. Donc ici, on voit bien tous les négatifs qu'on a pris dans la tronche et qui font bah, qu'on arrive à peu près à 5 000 $ déjà de moins-value dans le cadre de cette baisse de marché et c'est potentiellement pas fini. Donc pour l'instant, on reste sur le qui-vive. Euh, on reste connecté, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre vos commentaires si vous en avez, si ça vous inquiète, si vous êtes serein, enfin bref. Moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre, que ce soit par l'intermédiaire des commentaires ou en vidéo, si jamais il y avait des questions un petit peu plus spécifique. Voilà, je vous laisse la famille, j'encode tout ça, je l'envoie le plus vite possible, et puis on se retrouve très probablement maintenant la semaine prochaine, puisque je vais avoir du mal à faire des vidéos là ce week-end, puisque je ne suis pas présent. Donc voilà, je vous fais des bisous à tous, passez un bon week-end, pas de panique, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao la famille.